Vous avez déjà pensé à un moment de votre carrière que vous pourriez être montré du doigt parce que vous étiez raciste? Bah, en réalité, dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je au bout d'un an que comme les femmes avec qui je travaillais n'avaient pas réussi à me convertir, elles ont commencé en fait à me pousser hors du terrain, de mon terrain de recherche. Et l'argument, qu'elles utilisaient, c'était ça: «Elle travaille pour la police, elle est islamophobe». Alors, je ne sais pas comment on disait à l'époque, mais c'était voilà, elle aime pas les musulmans. Mais c'est vrai que ça, je l'ai toujours entendu, cette menace, et que ça m'a fait taire pendant des années. Effectivement, ça avait une influence sur moi. Je n'osais pas, il y avait des choses que je ne disais pas, dans ce que j'écrivais, j'évitais, il y avait une forme d'autocensure, plus ou moins consciente, qui a été totalement levée, je crois, en 2015. À partir de 2015, je me suis dit: «Non, non, là, ça va pas». Les attentats. Oui. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode, un nouveau numéro de Contact, une fois encore qui vous est présenté de Paris. Une question nous anime aujourd'hui, une question sérieuse, grave même. Les Frères musulmans, cette organisation fondée en Égypte au début des années 30, travaille-t-elle à la construction du califat, ou si vous préférez, d'une société islamique mondialisée? Mon invité, Florence Bergeau-Blaclair, bonjour à vous, Bonjour. est anthropologue chargée de recherche au CNRS. Elle s'intéresse au prosélytisme musulman depuis une trentaine d'années et a publié un livre qui a eu beaucoup de retentissement au printemps dernier, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, avec une préface de Gilles Kepel. C'est chez Odile Jacob. Bonjour à vous encore une fois. Je suis tenté de dire que c'est un livre qui a fait basculer votre vie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, pourquoi? Je peux peut-être d'entrée de jeu dire qu'en vous accueillant, vous aviez été précédé par un policier. Voilà, effectivement, c'est un livre qui a eu une réception, disons-nous, contrastée, avec, qui a été bien apprécié d'un côté, mais qui a fait l'objet de menaces, de pressions et de menaces de mort, qui ont conduit donc, les autorités à me mettre sous protection policière. Naturellement, ou il a fallu que vous appeliez vous-même peut-être les autorités à s'intéresser à votre affaire? Alors ça ne se passe pas comme ça, hein. Ce sont les autorités qui vous proposent une protection parce qu'elles estiment, Parce qu'eux savent d'après des leur choses. évaluation, voilà. Et moi, je ne sais pas en fait ce qu'elles savent. C'est pas très rassurant tout ça. Non, c'est vrai. Vous aviez avant, au préalable, publié d'autres livres. Oui, j'avais pré Jamais aucun n'avait engendré ce genre de réaction. non, pas à ce point-là. Effectivement, pas à ce point-là. Parce que là, je m'attaque en effet à un sujet un peu difficile qui est celui des frères musulmans en Europe. Et jusqu'à présent, très peu de temps en fait, hein, peut-être jusqu'à 2015, on avait complètement ignoré en fait l'existence de ce mouvement, ou plutôt ce qu'il était devenu en Europe une fois qu'il s'y est installé. Donc, moi je situe ça Mhm. dans les années 60. Donc ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est essayer de décrire l'idéologie frériste, et l'impact qu'il pouvait avoir sur les musulmans, mais aussi sur nous tous, non musulmans. Je n'ai pas travaillé véritablement sur la confrérie en tant que telle. C'est une confrérie secrète qui est très difficile, À pénétrer. d'accès, voilà. Donc j'ai quelques éléments de connaissance qui me permettent de savoir qui est frère et qui n'est pas frère, mais je ne peux pas formellement, l'affirmer. Donc, officiellement, personne ne va revendiquer être frère. Personne ne revendique jamais être frère, sauf ceux qui quittent la confrérie. Et à ce moment-là, ils disent: «J'ai été frère musulman», et vous font un récit, et Est-ce cetera, que c'est souvent. comme la mafia, quand on quitte, il y a des risques inhérents à l'idée de quitter? En tout cas, ce ne sont pas forcément des risques mortels, physiquement, mais ce sont, certainement des risques mortels socialement. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Mohamed Louisi, qui est un ex-frère musulman, le décrit très bien, c'est la mort sociale. Alors revenons à la mort qui n'est pas que sociale, celle qui fait qu'on peut véritablement arriver au terme de son aventure sur Terre. Vous avez déjà pensé que ça pourrait vous guetter en raison des recherches que vous faisiez?
Oui, bien sûr, je sais que je travaille sur un sujet sensible. Que ça m'atteigne moi, non, je n'y ai pas véritablement pensé et d'ailleurs, pour tout vous dire, je n'y pense toujours pas, parce que, en fait, ce n'est pas vivable. On ne peut pas vivre avec, l'impression qu'on va mourir d'un instant à l'autre. Donc il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit qui vous protège et moi, c'est ce qui m'arrive. Je suis certaine des recherches que je fais, je suis certaine de leur utilité, de leur vérité, en tout cas de mon point de vue, de celui, que j'ai adopté pour l'étudier. Et donc, je suis assez sereine, surtout que je ne dénonce pas, il n'y a pas dans mon livre quoi que ce soit qui soit agressif ou qui puisse atteindre à l'honneur de telle ou telle personne. C'est un livre que j'ai voulu objectif, hein, fondé sur 30 ans de recherche et donc pour moi, il ne mérite pas, la la sentence finale et donc je n'y prête pas d'attention, au jour le jour. C'est peut-être la meilleure des manières de Meilleure traverser ce protection, oui. qui, par ailleurs, doit être très angoissant. Vous dites, il n'y a pas de sentence prononcée, il n'y a pas de fatwa à votre endroit officiellement, mais c'est une question qui m'est immédiatement venue à l'esprit et rassurez-vous, on ne parlera pas que de vous, je veux qu'on détaille ce que vous présentez dans cette enquête, mais est-ce que l'intimidation fait partie de la technique de la conquête? Parce que vous parlez de cette velléité de créer le califat. On pourra Mmh. revenir sur ce qu'est le califat. Donc, l'intimidation, la peur. On se rappelle tous de l'affaire Rushdie. Mmh. On pensait que c'était passé jusqu'à ce que l'an dernier, en 20 quelques secondes, Mmh. une personne lui donne une trentaine de coups de couteau, ici à l'affaire Samuel Paty, Mmh. qui bizarrement semble avoir été un peu oubliée. On n'en parle pas trop. Mmh. Donc, je reviens à ma question, long préambule. L'intimidation fait-elle partie du programme? Alors bien évidemment, et elle affecte beaucoup plus de personnes que celles qui sont directement visées. Par, des menaces. Par exemple, vous dites, Samuel Paty, on n'en parle pas beaucoup en effet, mais quand on fait des enquêtes sur les enseignants, on s'aperçoit qu'ils s'autocensurent pour 60 ou 65, je ne sais plus Parce qu'ils exactement ont les peur. chiffres, parce qu'ils ont peur et que cette hausse de l'autocensure est, consécutive à Samuel Paty, à l'assassinat de Samuel Paty. Donc Samuel Paty, en fait, est omniprésent dans l'esprit des instituteurs, des professeurs qui, à un moment donné de leur enseignement, doivent aborder des questions considérées comme sensibles chez les musulmans. Et donc feront des choix. Et donc ils font des choix et la plupart du temps, des choix d'évitement. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans le sujet, on le contourne. Il y a par exemple, sur la Shoah, on évite de parler de la Shoah, on évite de parler des questions biologiques, darwiniennes, etc. On évite. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mais la question était, est-ce que l'intimidation fait partie de la méthode? C'est-à-dire cette idée d'imposer la peur et de faire en sorte que les gens ayant compris Mhm. arbitrent pour eux-mêmes ce qui est bon de dire ou ce qui est moins bon de dire. Oui, parce que chez les frères, la fin justifie les moyens. Donc l'intimidation, peut être, celle des djihadistes. Alors si vous voulez, il faut que je revienne un petit peu sur ce que j'appelle frérisme et la façon dont j'ai conceptualisé ce mouvement. D'abord, comme je l'ai dit, je ne parle pas de la confrérie des frères musulmans, mais du dispositif que la confrérie, une fois transplantée en Europe, a mis en place pour diffuser son idéologie. C'est le Donc plan, c'est l'objectif. alors, pour revenir un petit peu, donc la confrérie naît en 1928. Hassan el-Banna en est, la figure tutélaire Mhm. et ça se produit que 4 ans après la chute du califat. La chute du califat, c'est un événement mineur pour les occidentaux et absolument majeur pour le monde musulman. Mais ça, on ne le sait pas, on l'ignore. Or, tous les mouvements revivalistes du début du XXe siècle, musulmans revivalistes, sont des mouvements de revivification du califat. Et Hassan el-Banna met en place en fait une sorte de milice qui doit justement entraîner le monde musulman vers l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire le- l'islam partout dans le monde. Alors partout dans le monde, d'abord le monde musulman et ensuite le monde entier. Donc il y a Cette cette velléité de Oui, convertir.
Il y a bien sûr, c'est un mouvement ultra prosélyte de conversion, bien sûr, à l'islam. Et pour ceux qui ne voudraient pas devenir musulmans, ils peuvent être des dhimmis, c'est-à-dire des chrétiens ou des juifs. Les autres doivent être combattus, mais des chrétiens ou des juifs dans le cadre qui respecte l'islam. C'est-à-dire, en gros, ils ne peuvent plus l'être véritablement. Donc ça, c'est vraiment une idée majeure. C'est un plan très important pour les frères musulmans, mais ce qui m'a intéressée, parce qu'il y a beaucoup de livres sur les frères musulmans dans le monde arabe, ça c'est pas ce qui manque, mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui était devenu cette idéologie en se transplantant en Europe à partir des années 60-70 et comment elle avait implanté son espace mental, sa vision, son identité, son plan dans le cerveau des générations qui vont suivre. C'est-à-dire, maintenant, on en est à la 3e génération issue de l'immigration. C'est celle qu'on voit dans les collèges et les lycées revendiquer l'abaya. C'est ce que j'appelle la génération halal, qui n'a jamais connu autre chose que le halal, c'est-à-dire qui mange halal, qui s'habille halal, qui pense halal. Et donc cette génération, c'est la génération issue de cette idéologie frériste. Mais cette idéologie, elle a aussi un impact sur l'ensemble donc de la population musulmane, mais aussi sur nous, sur les non-musulmans. Je me situe là en tant que non-musulmane. Ça a un impact sur, par exemple, notre capacité de nous exprimer. Il y a des choses qu'on ne dit plus. Je ne m'amuserai pas à dire quelque chose sur le prophète, par exemple, parce que je connais l'impact que ça peut avoir. Les caricaturistes le savent très bien. Exactement. On était avec Philippe Guéluc hier, voilà. Et on discutait de ces choses, et lui s'était rallié à l'idée, c'est un choix tout à fait acceptable, qu'il n'y a pas de tabou, mais qu'il y en a un. On ne représente pas le prophète parce que le prix à payer, potentiellement, est trop élevé. Eh bien, pour moi, c'est une victime en fait du frérisme. Il a été frérisé sur cette question-là. Et ça, c'est très important, c'est que nous avons nous-mêmes limité notre expression sans que nous ayons devant nous une kalachnikov ou un poignard. C'est nous-mêmes qui nous autocensurons et qui, de ce fait, laissons entrer en fait cette vision, cette identité, ce plan du frérisme. C'est le mot que vous employez, ce plan. Donc, il y en a un. Voilà. Alors, c'est ça que je voulais caractériser. Parce que vous savez comme moi que tout ce qui renvoie à une idée de complot ou d'organisation qui serait un tant soit peu sous cap est discrédité aujourd'hui. On a très peur des complots, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça ou à un plan, en tout cas, qui serait très bien organisé? Alors d'abord, toutes les religions du livre ont des plans. C'est le plan de Dieu. Dieu a voulu quelque chose pour les hommes dans toutes les religions. Donc c'est le cas aussi de l'islam. Et chez les islamistes, chez les fréristes en particulier, ça devient l'objectif qui justifie tout ce qui est fait dans la vie. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous priez, vous agissez, vous allez travailler, mais vous le faites pour Dieu. Et l'objectif collectif, c'est bien l'instauration d'une société islamique. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, les abayas, l'école, etc., on dit c'est de la provocation, c'est des tests, etc. Non, c'est déjà la société islamique dans une société que les frères veulent charia compatible. Alors, je vous arrête là-dessus parce que c'est une expression, il y en aura plusieurs que je vais vous demander de définir. Je pense qu'il y a une utilité à ce que le lexique soit compris, parce qu'on tient tous pour acquis qu'on sait à quoi les concepts renvoient. Or, ce n'est pas toujours vrai. Quand vous parlez d'une société qui est charia compatible. Alors, c'est ce que j'ai imaginé ce terme à partir de mes travaux sur le marché halal. Charia compatible, ça veut dire que vous n'êtes pas nécessairement en train d'imposer la charia, mais vous faites en sorte que la société dans laquelle vous souhaitez l'imposer l'adopte peu à peu par ses propres valeurs, par sa propre idéologie, par ses propres institutions. C'est-à-dire que vous appuyez pour que les lois changent, pour que les mentalités changent et que ce que vous prônez, le voile, le halal, etc., soit finalement accepté, que la société dans laquelle vous êtes, que vous acclimatiez en fait cette société européenne qui n'a pas de tradition musulmane à cette présence islamiste. Et donc, c'est ce que j'appelle la société charia compatible. Et ça,
c'est pensé en fait par les frères sous le mode de Dar el-Had, c'est-à-dire la société mécréante, il faut la convertir pour en faire une terre d'islam, mais on ne peut pas le faire tout d'un coup, on est dans une société pacifiée, on ne va pas lui faire la guerre, mais on va l'acclimater, l'accommoder, et c'est ce qu'ils appellent la terre de contrat. Et pour moi, je le traduis parce que ça, c'est leur vocabulaire, mais moi, je voulais trouver le mien, celui qui va nous permettre de penser et peut-être de nous en protéger. C'est ce que j'appelle la société charia compatible. Une fois qu'elle sera totalement compatible, eh bien... Ça bascule vers autre chose. Voilà, c'est ça l'idée. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais c'est ça l'idée. Alors, vous dites qu'on est en période d'acclimatation, Oui. mais cette acclimatation précéderait ce basculement dont je vous parlais. C'est l'idée. Je ne dis pas que ça va se produire, c'est important. Il ne faut pas se concentrer sur la réussite ou non d'un tel projet. Parce qu'on perd de vue le problème qu'on a aujourd'hui, qui est comment font-ils, comment travaillent-ils la société. Et que le projet est opérant. Alors oui, mais le projet, c'est-à-dire la société islamique, n'est pas encore advenu. Mais ils travaillent à la faire advenir. Et c'est ça qu'il faut regarder si on veut empêcher le processus de se produire. Donc il ne faut pas se focaliser sur leur objectif à eux. Il faut se focaliser sur notre objectif à nous de protection de nos valeurs et de notre liberté d'expression. Je disais qu'il est peut-être important de se comprendre et de définir les mots. Quand on parle de l'Oumma, on parle de quoi? Parce que c'est très important, c'est un concept fondamental. L'Oumma, c'est la nation islamique, au sens strict. Sans frontières. C'est ça. C'est l'unité musulmane, c'est le tawhid qui exprime cette unité, c'est l'unité mais humaine, c'est ça l'Oumma, c'est la nation musulmane. On peut être citoyen de cette nation qui ne connaît aucune frontière. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que dans VIP, Vision, Identité, Plan, c'est un jeu de mots VIP, parce que c'est un petit peu l'aristocratie des mouvements islamistes. Dans VIP, le P est solidaire du I et solidaire du V. Et là, vous faites référence à la dimension I de l'identité. C'est-à-dire que l'identité chez le musulman frérisé, on va dire, l'identité musulmane surpasse l'ensemble des autres identités. Donc, vous avez le droit d'être québécois, d'être français, italien ou autre, mais vous êtes d'abord musulman. Et ensuite, vous déclinez par votre localité. Donc ça, on est localement français ou québécois, mais on est d'abord et avant tout citoyen de cette Oumma. On est citoyen de cette Oumma et on partage ça avec l'ensemble des musulmans, ce qui est très très bien représenté d'ailleurs par le marché halal, qui s'adresse aux musulmans du monde entier. Le burkini, par exemple, c'est aussi bien français, québécois que chinois. Répétez le VIP, le VIP. Vision, identité, plan. La vision, c'est l'autre dimension, c'est inculquer aux jeunes musulmans un autre passé et un autre futur que celui qui est partagé dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire, bien sûr, le darwinisme, l'évolutionnisme, c'est la façon dont on est éduqué à l'école, on pense le temps de telle façon. Il faut donc supprimer cette représentation du temps chez les musulmans, et cette représentation, on va donc la coller à la vie du prophète. Le prophète est né à une telle époque, sa société était parfaite, et il faut y revenir, mais pas revenir dans le passé, mais en prendre l'éthique, les dimensions légales, toutes les dimensions pour instaurer en fait le califat sur terre, c'est-à-dire la société islamique mondialisée. Et c'est important de voir que le califat, ce n'est pas Raqqa, ce n'est pas le désastre de Raqqa, c'est la société moderne, c'est la société occidentale, si vous voulez, mais islamisée. Donc l'organisation d'État islamique, quand vous me parlez de Raqqa, c'était pas cette vision. Non, c'est pas ce modèle-là chez les frères. Le modèle, c'est ce qu'ils appellent islamiser la modernité. Ils en parlaient déjà dans les années 1970. Donc on prend la technologie, on prend l'intelligence des Occidentaux et on l'a fait encadrer en fait par la morale, par l'éthique, par la loi de l'islam. Quand vous parlez d'entrisme, de quoi s'agit-il?
Alors l'entrisme, c'est une des méthodes qui caractérise donc la façon dont les frères aujourd'hui, le frérisme aujourd'hui se déploie. C'est une des méthodes de la ruse. C'est surtout la ruse qui est important. C'est qu'il faut les frères savent qu'ils sont dans un milieu hostile. Les démocraties Le leur sont... pense-t-il encore ou aujourd'hui, pour ces raisons d'acclimatation, Oui, il pourrait y avoir cette impression qu'au contraire, ce n'est plus hostile? non, ça reste hostile puisque l'objectif, c'est le califat. On ne perd jamais l'objectif chez les frères. Ça, c'est très important. Même s'il doit arriver dans 100, 200 ans ou 300 ans, l'objectif, il est là et il ne s'arrêtera pas. Donc, il faut constituer la société islamique avec tout ce qu'on peut ici maintenant, mais l'objectif, c'est de convaincre, de se déployer sur la terre. Je ne sais plus quelle était votre L'entrisme. question. L'entrisme, c'est une des ruses qui est utilisée pour subvertir le système occidental, les valeurs, par exemple la liberté, la liberté de se couvrir, la liberté de De se porter une abaya à découvrir. l'école. Oui, mais pour nous, la liberté, c'est la possibilité de se découvrir ou de se couvrir, mais quand on veut. Mhm. Chez eux, c'est la liberté de se soumettre à Dieu. Donc, on est là sur une forme de subversion, en fait, puisque c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce que vous voulez, pour prendre le triptyque français, mais dans le cadre de l'islam. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible, mais pourtant, Ou c'est une dialectique très spécieuse qui nous permet d'arriver à c'est ça. spécieux, mais ça fonctionne aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire quand vous voyez des filles porter le hijab et qui vous disent mais c'est mon choix, ma liberté, alors qu'en réalité elles savent très bien. Elles sont passées par les mosquées ou par les réseaux sociaux et qu'elles savent qu'elles le font pour Dieu, que c'est une obligation divine. Elles le vivent comme ça. Mais quand elles le rapportent dans les médias ou quand elles s'adressent aux mécréants, elles expliquent que c'est leur choix et leur liberté. Nous sommes, C'est de la subversion. vous et moi, des mécréants. Ah bien sûr, nous sommes des mécréants. Enfin, si vous n'êtes pas musulman, vous êtes un mécréant. Donc, idéalement, de la chair à conversion, quoi. Bien sûr, et c'est d'ailleurs très valorisé. J'en ai fait l'expérience, parce que d'où je parle, ça fait 30 ans que j'étudie ce mouvement-là. La première fois que je suis rentrée dans une mosquée, c'était à Bordeaux il y a 30 ans, en 1992 même, un peu plus. Et donc, la première des choses que j'ai remarquées, c'était cette volonté de me convertir. J'étais dans le groupe des femmes, j'assistais à des cercles. En tant qu'anthropologue, je faisais de l'observation participante et j'assistais donc à des cercles de formation. C'était autorisé à ce moment-là? J'étais autorisée dans quel sens? C'est-à-dire que la mosquée vous permettait d'observer? Oui, Parce bien que sûr. j'imagine qu'aujourd'hui, on vous verrait arriver avec Aujourd'hui, ce serait un petit peu plus circonspection, difficile. peut-être. Ce serait un petit peu plus difficile. Mais à l'époque, je n'étais pas connue, je n'avais pas encore travaillé. Puis j'arrivais très, très naïvement. Je ne savais pas d'ailleurs que j'étais chez les frères musulmans. Et Et vous quand j'ai étiez là. commencé... Et oui, après, je me suis aperçue, une fois que je les ai étudiés, j'ai compris où j'étais. Mais très, très vite, je me suis aperçue que ces jeunes femmes, et je le raconte un peu dans mon livre, quand j'ai dit je vais apprendre l'arabe, elles étaient émerveillées. Mais quand j'ai dit que j'avais plus trop envie de porter le foulard parce que je rentrais pas dans la salle de prière, elles étaient un petit peu plus tristes. Et j'ai compris que ce qu'elles rêvaient de faire de moi, c'était une convertie. Alors, vous avez tout à l'heure parlé du marché halal, et c'est important pour comprendre, parce que c'est peut-être une étape qui permet l'acclimatation. Vous avez écrit là-dessus avant de faire cette enquête, de produire cette enquête, et vous disiez il y a des liens entre le marché halal et la normativité islamique. On peut intuitionner pourquoi, mais pourriez-vous développer? Alors pour moi, le marché halal est né dans les années 1980 d'une rencontre entre le néolibéralisme, qui est en pleine expansion à l'époque, et le néofondamentalisme des islamistes, qui aussi est en pleine expansion. Donc ces deux mouvements-là, très, très, très importants, très forts, qu'on vit à cette époque, moi je m'en souviens, même si j'étais très jeune, se rencontrent et produisent le marché halal par la création d'une norme halal qui n'était évidemment pas présente dans les textes religieux. Il n'y avait pas d'instruction pour dire comment fabriquer une viande dans un abattoir industriel, pas plus que d'expliquer comment partir en tourisme dans un pays, dans un hôtel halal. Tout ça est une pure création des normes
des normes internationales. Donc, vous avez le Codex Alimentarius qui a proposé des normes halal. Vous avez donc tout un système que l'OMC finalement a validé, qui consistait donc à ouvrir un grand marché religieux. Quand on regarde un petit peu l'histoire, un petit peu plus avant, on s'aperçoit que c'est un des objectifs de l'organisation de la coopération islamique, c'est-à-dire de faire des marchés, des pays musulmans, un grand marché intérieur, donc de façon à ce qu'ils vendent en fait les produits qui sont comestibles pour les musulmans. Et l'OCI, quand on regarde un peu son histoire, eh ben, cette idée, elle naît de la chute du califat. L'abolition du califat, ça fait qu'on veut immédiatement reproduire un califat. Et ça va donner l'organisation de la coopération islamique. Voilà, donc ce mouvement fondamentaliste, c'est-à-dire de retour aux racines de l'islam, donc vivre entièrement, intégralement et fondamentalement dans l'islam, il naît du début du XXe siècle. Et il est accéléré, ce mouvement, par ce marché Bien débridé aussi, qui est très heureux. Bien sûr, c'est une nouvelle niche. Le marché va immédiatement s'intéresser à ce qui peut être vendu dans les pays musulmans. D'abord aussi parce que, ça je raconte ça dans mon précédent ouvrage, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, ça se passe avec l'Iran. L'Iran, à un moment donné, donc, déclare qu'il n'importera plus de la viande venue des pays occidentaux parce qu'elle est illicite, elle est sale, impure, etc. Et donc les industriels européens, américains vont vont faire venir des Iraniens pour produire correctement. pour valider en fait un process industriel qui n'est pas très très différent du process industriel conventionnel. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de travailler sur les esprits par le ventre. Oui, c'est ça. Le contrôle de la viande et puis par l'argent, parce que c'est beaucoup d'argent, la viande. Et bien sûr, à terme, normer les comportements. Alors, on commence souvent par la nourriture. Si vous dites à quelqu'un, vous ne pouvez pas manger ceci parce que ça, c'est la viande ou la nourriture des mécréants, des gens qui ne sont pas des vrais musulmans, des bons musulmans, eh bien, vous les empêchez de dîner, de partager les mêmes tables. Et donc, c'est bien tout le système de commensalité, en fait, qui est détruit. Vous voyez aujourd'hui très peu de musulmans qui vont dans les restaurants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a très peu. Parce qu'ils ne veulent pas manger de la viande, parce que, pas seulement la viande, mais il risque d'y avoir des matières alcoolisées dans tel ou tel gâteau, etc. Ça, moi, j'ai connu une époque, donc au début de mes recherches, où ça n'existait pas, où il y avait certains musulmans qui effectivement étaient très stricts, qui faisaient attention à ce qu'ils mangeaient, etc. Mais moi, je voyais beaucoup de musulmans qui, quand il y avait un petit lardon, pousser ça dans l'assiette, mais on mange le reste, et puis on n'en fait pas toute une histoire. Alors, peut-être la question est un peu profane, mais quelle est la différence, à tout le moins en termes théologiques, entre ce que fait le marché halal pour le projet de conversion et les normes cachères, par exemple? Alors, ce sont des histoires très, très différentes. Est-ce que la question est bonne et utile? Oui, non, mais je pense, parce qu'on la pose évidemment souvent. Oui, mais vous parlez du halal, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas du kasher, etc. Alors, d'abord, parce que ce sont des histoires très différentes et qu'avec le halal, j'ai déjà beaucoup à faire pour comprendre comment ça fonctionne. Avec la cacheroute, c'est un système très ancien qui a été fait pour protéger en fait la diaspora juive, pour lui permettre en fait de financer les taxes auxquelles elle était soumise, puisqu'elle ne pouvait pas vivre sans payer de taxes au gouverneur non juif. Donc la nourriture permettait, l'abattage rituel permettait de financer ça. Et ensuite, c'est devenu un marché, bien sûr, surtout à la fin du 19e siècle, quand l'industrie a commencé, c'est devenu un marché industriel. Et d'ailleurs, le marché halal s'est inspiré de la cacheroute pour exister, parce qu'il n'y avait pas de précédent. Donc, ils ont été prendre dans le système cacheroute, ils ont été s'inspirer. Mais la cacheroute est un peu différente parce qu'elle concerne une très petite minorité de juifs, tandis que la grande majorité des juifs soit sont sortis de la cacheroute, soit sont sortis du judaïsme. Ils le considèrent juste comme un héritage culturel. Ça n'est pas une marque d'appartenance. Avec le halal, si vous ne mangez pas halal, c'est que vous n'êtes pas musulman. Et ça participe d'un projet plus grand aussi.
Et ça participe d'un projet plus grand, puisqu'il va rencontrer en fait le projet islamiste des frères. Mais ce lien entre le frérisme et le halal, je vais le faire plutôt avec ce livre-là. Je ne l'avais pas fait avant. Dans le marché halal ou l'invention d'une tradition, je parlais des fondamentalistes, parce que je ne savais pas exactement, je n'avais pas suffisamment de connaissances sur les réseaux fréristes. Donc je m'en étais tenue à une appellation générale. Autre question profane, peut-être qui va vous dérouter, mais si j'avais à faire des parallèles en termes de conversion, est-ce que les frères sont au monde musulman ce que peut-être en d'autres temps les jésuites ont été, ce que l'Opus Dei est? Est-ce qu'il y a des équivalents de notre côté de la barrière religieuse? Il y a certainement, j'ai beaucoup de collègues qui me disent: «Oh mais ça c'est comme les jésuites, oh mais ça c'est comme la mafia, oh mais ça c'est comme une grande secte» et cetera. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun, mais il faudrait vraiment que j'étudie, tous ces phénomènes et tous ces groupes pour savoir si on peut les comparer. Heu, il faut faire attention aux comparaisons aussi parce que, dès lors qu'on a assimilé, quelque chose à une autre, on a tendance à vouloir la traiter, comme on a traité l'autre chose et on peut se tromper. Est-ce que vous voyez ailleurs qu'en Europe la marque des frères ou pour l'instant sur cette carte de la mondialisation islamique, l'Europe est la première terre de prédilection pour convertir? Par exemple au Canada, aux Ouais. États-Unis, est-ce qu'ils sont présents pour ce que vous en savez? Oui, bien sûr, ils sont Et présents, dans tout le monde occidental, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, ils sont très présents, partout, de la même dans toutes les manière, démocraties. Alors plus ou moins, de façon plus ou moins forte. Même à l'intérieur de l'Europe, vous avez des pays où ils sont quasiment inexistants, comme en Pologne ou en Hongrie. Mais voilà, ils sont pas, très loin non plus parce que ça les intéresse de se diffuser partout. Mais ils sont beaucoup plus présents, par exemple, en Belgique, à Bruxelles en particulier, où ils font malheureusement la vie politique bruxelloise. Ils sont très présents aussi aux Pays-Bas, ils sont très présents en Suède. Et là, ça dépend en fait des capacités de chaque pays à se défendre de leurs attaques, déjà à les identifier, mais ça, déjà ce qui vous est très êtes difficile. dans le vocabulaire guerrier, se défendre de leurs attaques. C'est de ce qu'il s'agit. Oui, bien sûr, ce sont des attaques. Oui, on peut dire que quand on voit s'organiser des revendications autour de l'abaya, autour de hijab, il y a 30 ans, même plus. Oui, Oui, c'est 89 les premières oui, fois où on 89, commence en voilà. France à Donc parler il de y ces a choses. j'aurais pu dire offensive, mais c'est aussi un Mais vocabulaire je ne vous guerrier. reprochais pas le choix des mots, sinon que ceux qui sont vos adversaires disent, ben, notre collègue Florence est dans un combat idéologique, ce n'est plus de la science. On a tenté Mhm, de vous discréditer, on pourra revenir peut-être parce que je pense que c'est intéressant de dérouler ce qu'on vous a reproché, mhm, mais à partir du moment où on est à voir une mécanique guerrière, et peut-être que mhm, c'est la réalité mhm. Bah de oui, la parce qu'en situation dans fait, laquelle on est, mais pour plusieurs de vos collègues, c'est donc dire que vous avez basculé, vous, dans une forme de prosélytisme. Vous voulez convaincre de la menace et vous n'êtes plus une scientifique. oui, de la même manière qu'ils ont accusé mon travail d'être complotiste. Mais en fait, dans mon livre, j'explique le plan de Dieu, donc c'est pas un complot. J'explique aussi que ce vocabulaire guerrier, il existe chez Kardawi, chez Maoudoudi, chez Qutb, chez les penseurs fréristes. Il existe depuis le début, chez Hassan el-Banna, donc, évidemment aussi. Donc, me reprocher ça, c'est vraiment montrer qu'on n'a pas lu ces grands penseurs du frérisme. Et une des choses qui m'a intéressé, c'était par ailleurs probablement public avant que vous en parliez dans le livre, mais c'est qu'on a retrouvé à la faveur de saisie de documents Mhm. des plans très Oui, clairs sur ce qu'étaient les objectifs, oui. des plans détaillés. Bien sûr. Alors évidemment, à l'époque, on les a accusés d'être faux. Il y a eu toute une controverse. Ce sont des plans qui n'existent pas. Ils ont été fabriqués par la CIA, etc., etc. Donc oui, bien sûr, chaque fois qu'on trouve une preuve, vous avez des individus pour vous dire mais non, ce n'est pas ça, ça n'a jamais existé et ça a été fabriqué. Est-ce que l'université aujourd'hui participe de ce mouvement peut-être de désinformation, c'est-à-dire qui va décrédibiliser certaines preuves parce que déjà, dans une relation soumise Mhm. à l'idéologie frériste? Oui, Vous me suivez? Est-ce que ça se pas peut? l'université, non, mais certains individus à l'université qui profitent de leur position universitaire ou au CNRS pour effectivement diffuser une propagande destinée
finalement empêcher de mettre au jour les stratégies, la ruse des frères, qui fonctionnent très bien parce que, et ça il faut le rappeler, contrairement aux djihadistes, les frères agissent dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'ils passent donc sous les radars de la surveillance militaire ou des ministres de l'Intérieur, autant que possible. Et donc, les seuls qui peuvent aller mettre leur nez là où ça n'arrange pas sont les journalistes et les chercheurs, surtout les chercheurs qui passent beaucoup de temps. Et donc, il faut absolument les arrêter. Est-ce que la presse, selon vous, est sous influence? Bien sûr, une partie de la presse est sous influence et on l'a vu d'ailleurs assez bien avec mon cas. Mon cas est vraiment très intéressant, si on peut dire, parce que les attaques qui me sont faites par des gens qui généralement n'ont pas lu mon livre ou ne me connaissent pas et prétendent me connaître et qui m'attaquent personnellement et non pas sur mes idées ou sur l'architecture conceptuelle que je propose. Donc oui, je pense de la même manière qu'il peut parfois soutenir les mouvements woke ou les mouvements qui sont ce que j'appelle les partis coucou, c'est-à-dire qui utilisent le vote musulman. Comme LFI, comme ELV, enfin la NUPES, oui, il y a une presse qui est très, très clairement Sous influence. oui, partisan. Le Monde en ferait-il partie? Parce qu'il y a justement un article assez détaillé qui est fait où on parle du livre, où on parle de vous beaucoup aussi, c'est vrai, mais où quelqu'un dit, je ne le citerai pas, il est faux de dire qu'il n'y a pas de recherche possible en France sur l'islam radical, surtout depuis les attentats de 2015. Madame Bergeau-Blaclair n'a pas le monopole. Il y a peut-être 200 projets de recherche qui ont cours. Donc, quelle est la différence entre ce que vous faites et ces autres projets, peut-être? Oui, en fait, je n'ai jamais dit ça, donc c'est très facile effectivement de réfuter ce que je n'ai jamais dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de recherche sérieuse sur le frérisme, mais évidemment sur l'islamisme radical, il y en a beaucoup. Sur le djihadisme, on en fait beaucoup, et surtout les services de sécurité. Mais surtout, ce qu'on trouve aujourd'hui, ce sont des études sur la discrimination, sur l'islamophobie, en défense toujours des musulmans qui seraient particulièrement persécutés. Comme si c'était le plus grand des dangers, Comme si l'islamophobie. c'était le plus grand des dangers. Et puis surtout l'enjeu, c'est ça que je décris aussi dans mon livre, c'est à quoi servent les études sur l'islamophobie, à quoi servent ces rapports, cet argent, ces millions d'euros que l'on met pour l'étude de l'islamophobie ou de la haine anti-musulmane, ce qui est devenu un peu la même chose. Mais ça peut exister par ailleurs. On n'a pas vraiment montré que cette haine soit dirigée contre des musulmans. C'est très délicat parce que les musulmans sont d'une certaine origine, ils appartiennent à une certaine classe sociale. Donc, qu'est-ce qui est visé derrière la haine vis-à-vis d'un individu, si elle est caractérisée, bien sûr? Est-ce que c'est son origine? Est-ce qu'on traite de la même manière un Bosniaque qui est blanc et musulman et un Maghrébin? Voilà, on ne sait pas exactement si c'est de l'islam dont on parle et de quel islam, ou si c'est l'origine sociale, l'origine du quartier, l'origine raciale, etc. On ne sait pas exactement. Mais dès lors qu'une personne est musulmane, une personne musulmane donc dit qu'elle est victime de discrimination, on considère donc qu'elle fait partie des gens victimes d'islamophobie, y compris si par exemple elles disent ben voilà, on ne m'a pas autorisé à porter le foulard à l'école. Djamila Benhabib écrit Islamophobie, mon œil. Il y a quelque chose comme un concept creux que serait l'islamophobie, sciemment inventé, pour étiqueter tous ceux qui pourraient rouspéter trop fort. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres vertus pour les frères à cette lutte contre l'islamophobie qui est très largement alimentée par le frérisme. C'est de diviser la communauté en plusieurs... d'empêcher la fragmentation de la communauté. Par exemple, chez les Juifs, je disais tout à l'heure, il y a les Juifs qui n'ont pas gardé la cache-route et qui se considèrent quand même comme Juifs. Ils ne font pas tel ou tel rite parce qu'ils sont libéraux et ils sont des Juifs. Tandis que l'islamophobie empêche en fait le champ religieux islamique
qui est importé, donc qui n'a pas encore toutes ces institutions dans les pays d'émigration, de se fragmenter, une fragmentation qui serait en fait le signe de son assimilation au terreau. C'est-à-dire des gens qui sortiraient de l'islam, des gens qui seraient un peu musulmans mais pas très pratiquants, etc. Donc cette lutte contre l'islamophobie essaye de coaliser les musulmans contre des ennemis qui leur en voudraient, qui les maltraiteraient, contre des États islamophobes. On crée un danger, Et quoi. empêche, on crée un danger, donc on vulnérabilise ces populations et on les empêche de se fragmenter en les accusant d'être déloyaux. Donc ça, c'est un deuxième avantage pour les frères de cette lutte contre l'islamophobie. Il y en a un troisième, c'est de produire des rapports très régulièrement sur l'islamophobie. Alors, généralement, ce sont des institutions fréristes qui définissent ce qu'est l'islamophobie et qui définissent les remèdes contre l'islamophobie. Donc, ils s'auto-alimentent, ils sont juges et partis. Et ça aboutit en fait à une rééducation, cette fameuse acclimatation dont je parlais, du regard des Occidentaux sur l'islamisme. C'est-à-dire, il faudrait finalement accepter que l'islamisme, ça soit l'islam et que ça serait légitime. Ces gens-là sont des musulmans, donc ils sont légitimes à faire tout ce que l'islam leur demande de faire. Je laisse le silence parler parce que j'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez un peu plus tôt et j'ai eu l'impression que vous étiez à suggérer qu'entre les djihadistes et le réseau des frères, les frères sont plus redoutables. Oui, moi je pense qu'il y a une instrumentalisation des djihadistes par les frères, plus que l'inverse. Par exemple, je vous arrête là-dessus. Oui. Si vous n'étiez pas, évidemment, vous ne savez rien de ce qui vous menace, mais si vous n'étiez pas précisément menacé par les frères, il pourrait y avoir d'autres qui pourraient faire le sale boulot à leur place. Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour Samuel Paty, et ça, on en a les preuves, bien sûr. Évidemment. Si vous voulez, pour moi, le frérisme, je le définis comme un système d'action. En fait, je n'utilise pas la théologie ni les études arabes pour étudier le frérisme, comme d'autres ont pu le faire. J'utilise la sociologie des organisations. Et pour moi, c'est un système d'action. C'est-à-dire que son objectif, c'est le plan, son projet, c'est de faire avancer toutes les composantes de l'islam et toute l'oumma, en fait, vers ce projet califal. Et donc, la fin justifie les moyens. Et donc, il faut... C'est Kardaoui qui l'a théorisé. Il faut le faire pacifiquement dans les sociétés pacifiques, parce que mener la guerre à une société pacifique qui est très puissante comme la nôtre, ça n'aboutira à rien. Donc il faut mener ce combat de la façon la plus légale possible, de la façon la plus douce possible, pour habituer, pour acclimater. Et jouer la séduction aussi. Les hijabs, mon choix, ce qu'on voit sur les grandes affiches du Conseil de l'Europe, etc. On est complètement dans la séduction. Mais c'est Opération marketing, littéralement. L'opération marketing. Et le marketing aide beaucoup. Nike joue le jeu à fond des frères musulmans. On se demande d'ailleurs qui est derrière le marketing de Nike, à force. Qu'ils sont complices? Il faudrait regarder ça de près. En tout cas, qui fait la communication? Il faudrait regarder ça de près parce que ça va très loin. Les médias aussi peuvent jouer ce rôle-là. Je regardais ce matin, je crois que c'était dans Le Soir en Belgique, qui est un journal, à mon avis, très problématique. J'en parle dans un de mes ouvrages qui s'appelle « Cacher cet islamisme », que j'ai écrit avec d'autres personnalités belges. Donc, il parle du burkini, qui est maintenant autorisé dans une piscine publique. Et pour illustrer sa démonstration, met une publicité de Nike. Mais alors, on ne sait pas si on est informé ou si on est l'objet de ce marketing. Non, mais c'est très normatif. À partir du moment où Nike le fait, tous devraient le faire. Oui, c'est ça. Et puis, c'est la publicité Nike avec énormément d'argent, des femmes très belles, des formes magnifiques, etc. Bon, voilà, vous tombez sous le charme de ça. Et ça, ce n'est pas fait pour les musulmanes, évidemment. C'est fait pour les autres, pour leur dire, mais regardez, l'islam, c'est ça. Une femme couverte, et alors? Obligée de se couvrir, écoutez, n'en faites pas tout un plat. Quand on s'attaque frontalement aussi à la presse, évidemment, ça fait que vous vous retrouvez souvent bien seul. Alors, pas vraiment. En tout cas, en France, j'ai la chance de vivre et de travailler dans un pays qui m'offre à la fois la protection fonctionnelle du CNRS. Tous les procès que j'ai intentés sont soutenus par le CNRS. Et pourtant, ils vous ont pas nécessairement beaucoup aidé au fil des 10, 15 Ils ne le font pas avec un grand enthousiasme. Mais bon, c'est le porte-monnaie. Vous avez même dû
rusé pour financer vos projets. Bah, ça, c'est une autre histoire. Je suis d'accord, mais à la J'y manière des reviendrai. frères, vous avancez un peu voilé. Vous avez réussi. Je vous fais un clin d'œil complice, s'il vous plaît, ne prenez pas la mouche. Mais, Non, non. mais vous avez dû, pour financer ces recherches qui clairement n'intéressaient pas tout à fait le CNRS, je reviens au mot, hein, ruser pour aller chercher des sous parce qu'il n'y avait pas d'appétit pour ce que vous proposiez. Bah, je ne sais pas si c'est de la ruse, parce que la ruse est de mauvaise foi. Moi, j'étais de très bonne foi. Je voulais financer mes recherches. Et donc, à l'époque, il y avait énormément d'appels d'offres sur le genre. Et donc, j'ai proposé un projet sur genre et halal. Grosso modo, donc ce qui pouvait me permettre de continuer à travailler sur la problématique qui m'intéressait, c'est-à-dire les normativités islamiques, le halal, le haram, au travers de la sexualité. Donc, je l'ai fait, ce projet, mais il m'a apporté beaucoup. Il m'a apporté la possibilité de faire une Marie Curie, d'obtenir une bourse Marie Curie en Belgique. Et donc, si j'avais la bourse Marie Curie en Belgique, ça m'a permis de rentrer au CNRS, vous voyez. Donc, j'avais juste identifié les meilleures façons de valoriser mon travail, ce qui n'est pas exactement pareil qu'une ruse. Pas exactement, mais on pourrait penser quand même que vous avez On, trouvé une solution on à un peut ne pas problème être qui se idiot non posait. plus. Voilà. C'est certainement recommandable que de ne pas être idiot. Vous étiez à dire qu'en France, vous avez la chance d'être dans une société où il est encore possible de Oui. dire des choses, d'incarner des choses. Et par les médias, puisque vous m'avez posé la question des médias, effectivement, j'ai cité quelques médias un peu désagréables, mais il y a d'autres médias qui ont pris mon travail très, très au sérieux, qui ne le prennent pas bêtement, qui peuvent aussi en critiquer des aspects. Et moi, je ne demande que ça, d'ailleurs, d'être critiqué pour mieux avancer. Et donc, ils font leur travail honnêtement. Et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de collègues aussi. Quand une de vos conférences, évidemment à l'époque ça a eu un certain retentissement aussi, mais quand une de vos conférences est annulée, c'est le principe de la liberté d'expression et particulièrement là où elle devrait être le mieux protégée à l'université qui est mise à mal. Oui, c'est évidemment très grave. En plus, on est dans un cas d'autocensure C'est caractérisé. votre université en plus. Non, ça n'était pas mon université, la Sorbonne, Ah. mais donc j'avais été invitée effectivement pour donner une conférence très peu de temps après la sortie de mon livre, dans le cadre d'un DU laïcité, enfin complètement dans le sujet. Et puis, suite aux menaces, j'ai été mise sous protection policière, et donc la personne qui organisait le DU a prévenu l'université de ma situation. Et donc l'université, le recteur a fait ce qu'il faut pour assurer la sécurité, a dit il n'y a pas de problème. Et quand il en a parlé à la rectrice, elle a dit écoutez, ça risque de poser des problèmes, donc il vaut mieux pas que cette conférence ait lieu. C'est en période d'examen, c'est pas très loin, je crois que c'était en mai, donc c'était pas très loin des périodes d'examen, donc on va pas fâcher les étudiants, etc. Donc n'organisons pas cette conférence, ou repoussons-la, mais sans donner de date. Et évidemment, quand j'ai appris ça, j'ai fait un tweet. J'ai dit, voilà, non. Puisque en fait, j'avais annoncé ma conférence, et donc j'ai dû tweeter, non, cette conférence n'aura pas lieu. Et à ce moment-là, évidemment, ça a beaucoup attiré les médias, et à juste raison, et Mais qui ont fait leur depuis, enquête. les universités se précipitent pour cogner à votre porte et vous inviter. Non, mais finalement, la conférence à la Sorbonne a eu lieu un mois plus tard. J'ai pu rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Intérieur. Alors ce dernier m'a paru assez bien comprendre les enjeux et très au courant, hein, c'est normal, il est ministre de l'Intérieur. Par contre, la ministre de l'Enseignement supérieur m'a paru être pas du tout informée de ce qui se passait, pas du tout consciente des enjeux. Parce qu'évidemment, bloquer une conférence comme la mienne, alors que j'étais sous menace et sous la menace et sous protection policière, c'était quand même donner raison à mes accusateurs. Et c'était évidemment outre très lâche, très dangereux, puisque les gens étaient fondés à se dire c'est que ce livre a un problème. Certains, avant le livre, avaient fait l'amalgame peut-être facile entre ce que vous avez écrit, publié, vos recherches, et le discours, par exemple, de Mme Le Pen, ou le Front national à l'époque, le Rassemblement aujourd'hui. Est-ce que ça vous disqualifie? Est-ce que vous pensez que ça a joué contre vous, que d'être associé à ce discours qui est systématiquement taclé, ou à peu près systématiquement taclé dans l'espace public? Alors ça, c'était une époque plus ancienne déjà, le lien avec le Front national, ou maintenant ce qu'on appelle le Rassemblement national. Ça, c'était quand je travaillais sur le halal. Mais je me souviens de ça. Voilà. Et je me demande jusqu'à quel point il y a encore des stigmates de ça qui Alors, viennent. honnêtement, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qu'on me reproche maintenant.
parmi tous les reproches, mais peut-être que je ne suis pas au courant de tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait, donc je travaillais sur la boucherie halal, et je m'étais aperçue qu'une grande majorité des viandes abattues selon le système halal, en fait, débouchaient dans les circuits traditionnels, conventionnels. Donc, effectivement, il y avait beaucoup plus de gens qui mangeaient halal Sans le sans le savoir. savoir. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qu'avait repris le Front National de l'époque pour sa campagne électorale, ce qui m'avait évidemment assimilé à ce mouvement-là. Mais c'est évidemment, c'était pas n'importe qui me le reprochait, ce sont toujours les mêmes ennemis qui n'ont pas envie que j'aborde certains sujets. Qu'est-ce qui est si fâcheux? Ah bah, en fait, faire le jeu du Front National, moi j'ai toujours entendu ça. Non, je parlais surtout qu'est-ce qui est si fâcheux dans ce que vous amenez, dans ce que vous dites, et qui fait que plusieurs, y compris autour de vous, à l'université et ailleurs, disent non, 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 il ne faut absolument pas entendre cette parole. Parce que c'est l'accusation de racisme et d'islamophobie qui paralyse systématiquement les personnes qui... La peur d'être étiqueté voilà, islamophobe. voilà, c'est ça. Ce que vous seriez donc, islamophobe et raciste. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que j'entends. Ou même on m'a comparé à Drummond, par exemple. L'antisémite historique qui a influencé Hitler. Enfin, je veux dire, donc ils ont été très très loin. Et ce sont des reproches qui ont même été médiatisés par des journaux sérieux, comme Libération. Donc on est un petit peu dans le délire. Et je pense qu'ils vont tellement loin qu'à un moment donné, ils sont plus crédibles. Mais il a fallu passer cette période où c'était vraiment très, très, très pénible. Vous avez déjà pensé à un moment de votre carrière que vous pourriez être montré du doigt parce que vous étiez raciste? Bah, en réalité, dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, au bout d'un an, comme les femmes avec qui je travaillais n'avaient pas réussi à me convertir, elles ont commencé en fait à me pousser hors du terrain, de mon terrain de recherche. Et l'argument qu'elles utilisaient, c'était ça. Elles travaillent pour la police, elle est islamophobe. Alors, je ne sais pas comment on disait à l'époque, mais c'était, voilà, elle n'aime pas les musulmans. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Et donc, c'est ça qui m'a conduit d'ailleurs à travailler, à changer un peu de sujet, à travailler sur le halal et les normativités, où j'ai appris énormément de choses. Mais Parce qu'une chose mène à l'autre, finalement. oui. Mais là, il y avait quand même dans le système halal que je décris de quoi comprendre en fait le système normatif que les autres n'avaient pas vu. Mais c'est vrai que ça, je l'ai toujours entendu, cette menace, et que ça m'a fait taire pendant des années. Effectivement, ça avait une influence sur moi. Je n'osais pas. Il y avait des choses que je ne disais pas dans ce que j'écrivais, j'évitais. Il y avait une forme d'autocensure, plus ou moins consciente, qui a été totalement levée, je crois, en 2015. À partir de 2015, je me suis dit non, non, là, ça va pas. Les attentats. Oui, c'est Charlie, c'est après les attentats du 13 novembre. Non, là, ça passe plus. Il faut parler et il faut dénoncer parce que ce mal est très profond. Et moi, je l'ai vu, j'en étais témoin très tôt. Donc, je dois enlever cette espèce de voile d'ignorance, d'illusion plutôt, et commencer à parler, Alors, à décrire ce que je vois vraiment. c'était l'ignorance ou la peur qui faisait que vous aviez peut-être choisi de faire un pas de côté? Mais je pense que là, c'est pas de la peur du radicalisme, hein, c'est la peur d'être traité, d'être vu comme raciste. La mise au banc? C'est tellement fort, c'est tellement puissant que effectivement vous passez beaucoup de temps à vous interroger sur vous-même, pourquoi, etc. Est-ce que vraiment je vois ce que je vois? Ça veut dire que au lieu de vérifier 2 fois, je vérifie 30 fois. Donc vous perdez un temps fou. Et c'est ce levier-là, en fait, qu'ils appuient pour... Décourager. Voilà, pour vous décourager. C'est que vous revenez sans cesse, puisque vous êtes sans cesse confronté à cette accusation, vous revenez sans cesse voir si vraiment c'est le cas. Jean-François Bronstein, professeur à la Sorbonne, à ce microphone, dans un registre très différent, mais qui a écrit La religion woke, me disait que le jour où il a commencé à penser un peu différemment sur certains enjeux, il a perdu des collègues, mais aussi des amis de 20 ans, 30 ans,
des intimes qui estimaient qu'il avait la pensée détraquée, qu'il disait des choses qui ne devaient pas être dites. Alors, je ne vais pas me substituer à M. Bronstein, il n'est pas au microphone, mais il l'a dit ici. Avez-vous senti, vécu quelque chose de comparable? Oui, moi j'ai perdu effectivement beaucoup d'amis, d'étudiants, de collègues qui ne me faisaient plus confiance. Je pense que même dans ma famille, je ne vais pas dire qui, même dans ma famille, je pense qu'il y a parfois des interrogations. Mais bon voilà, je pense que les faits me donnent raison de plus en plus. Et donc c'est plutôt maintenant, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est que j'ai de plus en plus d'amis. Et ça fait de plus en plus de soutien. Et ça, c'est évidemment très important pour moi parce que finalement, avec tout ce que j'ai perdu sur le plan de la carrière, je ne peux pas avoir d'étudiants parce que je les mettrais en danger et parce qu'en plus, ils n'auraient pas d'avenir dans la profession puisque s'ils Être sont associé dirigés, à vous, voilà, évidemment, c'est pas un dirigés garant par de succès. Bergeau-Blaclair pour le moment. On verra plus tard, hein, je ne perds pas espoir, mais pour le moment, ce n'est pas un bon plan. C'est aussi ne pas avoir des budgets de recherche pour les recherches que je veux. Alors, on m'a proposé au CNRS d'aller faire d'autres recherches sur d'autres sujets. Ça, il n'y a pas de problème. Là, j'aurais pu avoir de l'argent. Donc et puis pas de carrière, hein. Je suis habilitée à diriger des recherches. Pour autant, je n'arrive pas à passer directrice de recherche, ce qui, vu ce que j'ai fait et mon âge, aurait dû arriver. Donc c'est quand même beaucoup c'est des petites vexations. Maintenant ça ne me fait plus rien parce que de l'autre côté, effectivement, j'ai beaucoup de soutien et beaucoup de témoignages qui confirment en fait tout ce que j'écris. Je vais dire une banalité, mais quand Michel Houellebecq a écrit Soumission, est-ce qu'il mettait le doigt sur ce que vous décrivez dans votre enquête? Oui, c'est assez intéressant parce que Michel Houellebecq avait dit qu'il s'était inspiré du chapitre sur le halal qu'avait écrit Gilles Kepel, lequel Gilles Kepel s'était inspiré de mes travaux. Donc oui, Et qui aujourd'hui fait la préface de votre voilà, livre. Voilà. Et donc je vois effectivement, avec son talent, il a décrit quelque chose qu'il a fini par incarner d'ailleurs, hein. Vous avez vu dernièrement, il s'est comporté comme le personnage principal de son livre, dans cette affaire je crois que c'était dans Front Populaire, ce dialogue avec Michel Onfray, où il dit des choses qu'il dit regretter. Il incarne véritablement son personnage. Oui, c'est assez surprenant d'ailleurs, cette espèce de grande confession, Oui. ce repentir presque Oui. de Michel Houellebecq au Pourquoi printemps dernier. Pourquoi pour quelle raison la peur Est-ce qu'il a réalisé ce qu'il avait écrit parce que parfois, on peut être emporté par sa fiction, sa logique interne, et pas se rendre compte de ce qu'on écrit. Alors peut-être qu'il s'est dit « Oh là, c'est trop pour moi, quoi. » Florence Bergeau-Blaclair, je terminerai cet entretien en vous posant une question toute simple. À l'aune de vos recherches, 30 ans, de ce que vous savez, et que je pense que nous ne savons pas beaucoup parce que dans nos quotidiens, on n'investit pas autant de temps et d'énergie que vous ne l'avez fait, mais êtes-vous soucieuse, inquiète de la suite des choses? Très honnêtement, oui. Ce serait difficile de ne pas l'être quand on lit mon livre, qui est très argumenté, qui contient beaucoup de méthodes. C'est parce que je l'ai lu que je vous pose la question. Effectivement, oui. Mais c'est vrai que quand je l'écris, je ne m'inquiète pas parce que je vois la logique des choses, parce que j'essaye d'objectiver tout ce que je démontre, que je ne dénonce pas des gens qui ont des couteaux entre les dents, que je ne fais que démontrer. Donc pour moi, je ne suis pas inquiète. Mais c'est vrai qu'à la lecture de l'ensemble, une fois qu'on s'est dépris un peu de la démonstration, oui, il y a de quoi s'inquiéter, mais on a, et c'est l'objet de la conclusion, on a des moyens de s'en défendre. Mais il est urgent, effectivement, de bien comprendre ce à quoi on a affaire pour... Dans la mesure où on adhère à ce que vous dites, et je comprends que certains disent non, il n'y a rien à voir passer, mais dans la mesure où on adhère, est-ce que vous pensez que les personnels politiques, en Occident, pour faire simple, en Europe, peut-être en Amérique, sont bien briefés, mesurent ce qu'est, je fais attention aux mots, mais le danger ou le risque? Alors j'ai la preuve que non, puisque beaucoup de chefs de parti, de ministres, d'anciens ministres, de hauts fonctionnaires m'ont consulté, ont parlé avec moi et je me suis aperçue qu'en effet, le niveau de connaissance est très faible. Donc on vous consulte en privé quand même? Oui. On vous appelle? Oui. On veut savoir? Oui.
oui, il y a une volonté de savoir. Je pense que ça peut induire des politiques un peu différentes. Moi, ce que je vise surtout, c'est le réveil des citoyens musulmans et non musulmans. Parce que ce livre, il s'adresse aux deux. Il est important. Les C'est premières pas une victimes, charge on à le fond de dit, train contre les musulmans bien qui sûr vivent que en non. France, par exemple. Et il faut informer les musulmans sur ce qu'ils subissent, objectiver en fait ce qu'ils subissent eux depuis 30 ans et que nous on subit que depuis quelques années. Finalement, souvent quand on dit oui mais les musulmans ne réagissent pas contre les frères, etc., ils sont complices, etc. Non, ils sont comme nous ou comme les professeurs d'après Samuel Paty, sous la peur, sous la contrainte et sous la censure. Et qu'est-ce qui fait que vous vous couchez tous les soirs capable de trouver le sommeil compte tenu de ce qui pèse au-dessus de votre tête, de cette menace continuelle? Parce que je ne le sens pas comme une menace continuelle. Je me dis que je peux peut-être, modestement éclairer, quelques consciences et je le fais parce que j'ai des enfants, j'aurai peut-être des petits-enfants et que voilà, il faut que ça continue, Ce travail a donné voilà. du sens à votre vie parce que je pense que le plus grand des bonheurs et la plus grande rétribution pour ce qu'on fait, c'est de donner du sens à Oui, notre vie parce qu'on fait. je suis une scientifique. Je crois que j'aurais travaillé sur n'importe quoi, ça aurait donné du sens à ma vie. Je suis une scientifique, j'attrape un objet et que je veux le comprendre, ça donne du sens à ma vie. C'est parce que je progresse. Donc c'est tombé sur ce sujet-là, mais j'aurais pu travailler sur autre chose. Mais vous seriez peut-être pas aujourd'hui accompagné d'un policier. Peut-être. Florence Bergeau-Blaclair, merci beaucoup. Ça Merci a à vous. été extrêmement intéressant. Je rappelle que votre livre, c'est Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, un livre qui pèse lourd. Merci encore une fois. Ben, c'est tout pour cette semaine. Avec nous ici en studio, il y avait Adrien Beccarias et Jeanne Croteau qui est à la réalisation, Marianne Grenon à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Comme chaque semaine, je vous le rappelle, s'il vous plaît, manifestez-vous sur nos réseaux et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça fait toute la différence pour le référencement. À très bientôt.